Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire pour progresser vers une économie post-carbone. Deuxième épisode de notre série consacrée à l'empreinte carbone de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on parle d'avenir. Comment faire évoluer cette filière pour qu'elle reste compatible avec nos objectifs climatiques ? Nous sommes avec Pauline Denis, ingénieure de recherche numérique au Shift Project. Bonjour Pauline. Bonjour. On a vu la dernière fois avec Marlène que les centres de données explosent un peu partout. Quelle est la situation aujourd'hui sur ces centres de données en Europe ? Effectivement, avec Marlène, on avait principalement regardé les enjeux et les dynamiques au niveau mondial. Alors au niveau européen, il y a plusieurs choses à regarder. Déjà la consommation aujourd'hui, la croissance annuelle et la consommation à venir, dans les années à venir. En ce qui concerne la consommation aujourd'hui, on serait, selon les études, autour de 100 TWh, ce qui représente à peu près 2,5% de la consommation. Pour comparer avec un autre élément, c'est 4,5% aux États-Unis. En ce qui concerne la croissance annuelle, on est à peu près sur du 7% par an, et c'est environ 18% aux États-Unis. Et enfin, en ce qui concerne les analyses prospectives, les chiffres qui sont sortis des différentes études sont très différents, mais ils ont tous en commun d'avoir une forte croissance dans les années à venir. Je m'arrête un peu là-dessus parce qu'il y a eu peu d'études quantitatives sur le sujet, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il n'y a pas de données techniques ou même de marché exhaustives sur les centres de données en termes de consommation. Et la deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas de méthodologie partagée aujourd'hui. Donc il y a plusieurs études qui y sont intéressées, mais vous en avez qui regardent l'UE 27, d'autres l'UE 28, d'autres l'UE différemment. Donc alors c'est un peu difficile de s'y retrouver là-dedans. En tout cas, ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'aujourd'hui en Europe, il n'y a pas de planification du secteur. Donc évidemment, pas de trajectoire fixée pour décarboner la filière. Et c'est donc quelque chose qu'on aimerait vraiment mettre en avant au Shift. C'est cette croissance qui, a priori, explose et qui n'est pas planifiée. On aime bien le faire au Shift. Donc exactement comme au niveau mondial, on s'est intéressé à faire un modèle pour comprendre quelles seraient les évolutions de consommation en Europe si les tendances actuelles se poursuivaient. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, la dynamique actuelle signifie un doublement entre 2023 et 2030, donc x2, et un triplement, x3, entre 2023 et 2035, en termes de consommation. Ok, tout ça va augmenter, va être multiplié par 2 ou 3, ce qui est déjà beaucoup. Mais concrètement, ces chiffres, qu'est-ce qu'ils peuvent vouloir dire pour les pays par rapport à ce développement de filières de données ? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre notamment de certains cas de figure qui se sont présentés ? Je pense à l'Irlande. Oui. Alors, c'est vrai que tous les chiffres que je vous ai donnés là, ils sont agrégés, ils sont globaux à l'échelle européenne, mais en effet, ils permettent pas de mettre le doigt sur d'autres enjeux locaux, comme la concentration des capacités, comme les délais de raccordement. Et effectivement, le cas de l'Irlande est assez emblématique. Pourquoi est-ce qu'il est emblématique ? Parce que l'Irlande s'est, il y a quelques années, très vite distinguée par une forte volonté d'accueil des centres de données. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en quelques années, la consommation des centres de données en Irlande est passée de quelques pourcents en 2015-2016 à aujourd'hui plus de 20%. Et selon le gestionnaire de réseau d'électricité qui s'appelle Airgrid, le RTE irlandais, ça pourrait atteindre plus de 30% dès 2027. Ouais, donc effectivement, il y a une conséquence de cette concentration au niveau local, et même plus local que juste Irlande, parce que dans la région de Dublin, il y a 80% des centres de données irlandais. Donc il y a vraiment une concentration locale. Et il y a plusieurs conséquences de cela. Déjà, la croissance forte et non anticipée des centres de données et de leur consommation. Une tension sur le réseau électrique, du fait de la concentration locale. Effectivement, une concurrence d'usage, ce qui a mené Airgrid, toujours le RTE irlandais, ce qui a amené Airgrid à imposer un moratoire de fait en 2022. C'est-à-dire que ça ne vient pas du gouvernement, mais c'est le gestionnaire de réseau d'électricité qui a estimé qu'il n'était plus capable, qu'il avait trop de demandes de raccordement. Voilà, donc suite à ce moratoire, on a eu des demandes de centres de données de se raccorder sur le réseau de gaz. Donc en plus des concurrences d'usage sur l'électricité, on a un vrai enjeu climatique du fait des émissions quand on utilise des énergies fossiles pour faire tourner ces infrastructures. Donc si je comprends bien, vouloir développer les centres de données, c'est bien, mais c'est concrètement pas si facile et on peut se retrouver dans des situations qui n'étaient pas anticipées. Si on regarde un peu plus proche de nous, en France, où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va ? Je ne sais pas si ça vous a échappé, mais en février,
La France s'est positionnée comme acteur souhaitant accueillir des nouvelles capacités, notamment à 2 événements, au Sommet de l'IA et à Choose France. Quelques exemples, on a donc EDF qui a annoncé avoir 4 sites de raccordement sur son propre foncier. Le gouvernement aussi qui a annoncé 35 sites qui seraient prêts pour être raccordés. Et le président de la République qui a annoncé plus de 100 milliards d'investissements dans le secteur en France. Voilà, donc où est-ce qu'on en est ? En tout cas, on y va. Et maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'il en est de l'état des lieux. Alors, ce qui se passe en Europe au niveau de l'état des lieux, ça vaut aussi en France. Il y a eu quelques estimations ces dernières années qui ont été faites, qui vont de 3 TWh pour juste une partie des centres de données, ça c'est RTE qui l'a fait en 2022, à 11,6 TWh pour l'ADEME, environ 10 TWh pour RTE. Bref, on n'est pas tous d'accord. En fait, c'est parce que on n'a pas de méthode harmonisée et de connaissances exhaustives de où sont les centres de données en France et combien ils consomment. Côté chiffres, nous, on est autour de 10 TWh, ce qui n'est pas étonnant puisqu'on s'est basé sur les données de l'ADEME et de RTE. Voilà. Alors, il y a quelques semaines, le SDES, qui est le service des données et études statistiques, en gros un service de stats de certains ministères, a fait une publication et ils ont estimé que cette consommation serait entre 4 et 6 TWh. Voilà. Pour l'état des lieux des consommations. Ça représente à peu près 2% de la consommation en France. Alors au Shift, on s'est demandé ce qui se passerait si les tendances actuelles se poursuivaient et si les annonces de février se réalisaient. Et ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que si tel est le cas, alors la consommation des centres de données pourrait quadrupler entre 2025 et 2035, donc entre aujourd'hui et dans 10 ans. Et aussi assez effrayant, un quart du supplément d'électricité consommé par rapport à 2020 pourrait l'être par les centres de données. Ok, donc si je comprends bien, on ne sait pas exactement d'où on part, mais on sait qu'on veut y aller et on sait que ça va fortement augmenter. Ça donne un petit peu l'impression d'une course à l'échalote à qui en aura le plus de centres de données. Mais est-ce que c'est vraiment cohérent par rapport aux usages de l'IA ? Alors, nous, ce qu'on peut dire, c'est que la question de l'offre et de la demande, de l'offre et de l'usage, elle se pose. Aujourd'hui, on est clairement sur une économie de l'offre, c'est-à-dire qu'effectivement, la demande de capacité de raccordement des centres de données, aujourd'hui, dépasse largement celle dont on a besoin. Comme je vous disais, on ne connaît pas exactement la consommation aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les demandes de raccordement explosent et il y a des délais aujourd'hui qui sont conséquents. Donc, on a clairement une économie de l'offre et donc plus d'offres que de demandes. Vous avez dit on y va, c'est vrai, et d'ailleurs c'est un des arguments qui est mis en avant, c'est la notion de souveraineté numérique, que les centres de données nous permettraient d'avoir une souveraineté. Bon, ça a été dit par Marlène dans le précédent podcast, mais en effet, ce qu'on remarque, c'est que la plupart des gros centres de données qui sont annoncés sont plus des autoroutes de données, c'est-à-dire qu'effectivement, les données passent par chez nous pour aller ensuite en Afrique, en Inde, aux États-Unis, mais pour l'instant, personne ne nous a prouvé qu'il y a une réelle souveraineté numérique qui s'accompagne de ces infrastructures. Donc est-ce que ça veut dire qu'il y a certains centres de données qui sont construits et qui finalement aujourd'hui ne servent pas vraiment ? Ou pas complètement ? Aujourd'hui, en tout cas, c'est sûr. Un centre de données, si vous voulez, il est construit à une année et il sera à son maximum de capacité 10 ans plus tard. Donc ça, c'est sûr qu'il y a un ramp-up, on appelle ça un ramp-up, c'est-à-dire un taux de charge qui est croissant au fur et à mesure que les clients arrivent d'un centre de données. Après, effectivement, si on regarde certains cas locaux en France, par exemple Marseille, qui accueille maintenant, je crois, 18 câbles sous-marins. Donc en fait, il y a une grande connectivité autour de Marseille. Ça a très rapidement intéresser les centres de données. Donc si vous voyez à Marseille, il y a des grosses capacités et ça continue. Et en fait, en réalité, quand on échange avec ceux qui entretiennent et qui possèdent ces centres de données, en fait, en réalité, les flux de données vont principalement vers l'Inde, vers l'Afrique. En fait, c'est normal, c'est un hub de connectivité. Donc c'est pas forcément la France qui en profite directement, si je puis dire. Le cas de l'Irlande tout à l'heure montre à quel point ça peut être aussi un sujet de conflit d'usage. Donc si je comprends bien, peut-être que dans quelques temps, on va devoir choisir entre générer des contenus rigolos par IA ou recharger sa voiture électrique. Oui, alors j'espère pas. Donc ça, c'est effectivement la question de concurrence d'usage. Alors qu'au niveau mondial, l'enjeu principal qu'on voit dans les centres de données, c'est un enjeu climatique, puisque plus de la moitié de l'électricité qui est consommée par ces centres de données vient de ressources fossiles. Et ben en France, l'enjeu, on le voit plutôt au niveau de concurrence d'usage de l'électricité. La transition énergétique, elle ne se fera
pour certains secteurs que par leur électrification. Et donc, on imagine une concurrence d'usage dans les années à venir, d'ici à 2050, entre ces secteurs dont la décarbonation ne pourra passer que par l'électrification et le secteur des centres de données. Cette concurrence, elle appelle à un arbitrage, déjà pour ne pas reproduire le cas de Dublin ou d'Amsterdam, en induisant des tensions sur le système électrique. Et puis deuxièmement, pour ne pas rendre caduque l'atteinte de nos objectifs de décarbonation, qu'ils soient multisectoriels, mais même si on imagine des objectifs de décarbonation pour ce secteur en particulier. Et donc là, j'arrive à un sujet qui nous tient à cœur au Shift. Aujourd'hui, la filière centre de données et même le secteur numérique n'a pas de trajectoire de décarbonation en France. Et donc, on appelle à ce qu'il y ait une planification des consommations et des émissions de ce secteur. Alors justement, sur le volet décarbonation, l'électricité française, elle est moins carbonée que beaucoup d'autres. C'est ce qui explique que notamment sur les ratios de contenu carbone, on n'a pas les mêmes valeurs que dans d'autres pays, comme ça a été évoqué par Marlène dans le précédent podcast. Est-ce que c'est pas un vrai atout pour développer les IA pour la France? Et en plus de ça, la France produit régulièrement plus d'électricité qu'elle n'en consomme. Est-ce que les centres de données peuvent pas être un atout pour équilibrer cette offre et cette demande d'électricité? Alors il y a deux questions, notre question. Mais du coup, je vais commencer par la première, qui effectivement s'intéresse aux facteurs d'émission de l'électricité en France. On a un mix qui est particulièrement décarboné, donc effectivement, un wattheure, une unité d'énergie consommée en France, a beaucoup de chances d'être moins carboné que cette unité d'énergie consommée en Allemagne, par exemple. Mais alors, on pourrait aller plus loin. On pourrait dire toute la consommation d'électricité en Europe pourrait être ramenée en France, puisqu'a priori, là, on voit bien avec un petit raisonnement qu'en fait, on va vite bloquer et on revient sur cette notion de concurrence d'usage. Donc, effectivement, bien que le mix électrique de la France soit décarboné, ça ne doit pas être une raison de ramener les consommations en France. Par ailleurs, aujourd'hui, les projets de centres de données, ils sont un peu partout en Europe et il y a des congestions du réseau partout en Europe. Donc, c'est pas parce qu'on accueille un gigawatt supplémentaire en France qu'il ne sera pas installé ailleurs. On est convaincu au Shift que plutôt que raisonner en se disant un centre de données en France, c'est bien qu'il soit là parce qu'il ne sera pas aux États-Unis, donc il émettra moins. L'Europe devrait mettre en place une stratégie différenciante qui lui permette à la fois de respecter ses valeurs et les contraintes planétaires. Et donc, ça nécessite de se reposer des questions fondamentales sur qu'est-ce qu'on veut en termes de dynamique de déploiement du numérique et en particulier des intelligences artificielles. C'est pour ça qu'on appelle à un débat citoyen éclairé avant qu'on aille à fond dans les raccordements de ces infrastructures. Et la deuxième question était sur le fait que ça peut être un atout pour équilibrer l'offre et la demande. Effectivement, donc on entend beaucoup que l'année dernière on a eu 89 TWh d'excédent et qu'en fait du coup on produit plus que ce qu'on consomme. Premièrement, c'est pas parce que le 31 décembre 2023 en cumulé on a exporté 89 TWh que à chaque instant en France on était en excédent. En fait, le réseau électrique, il est européen, il est maillé. À chaque instant, il y a des interconnexions entre les pays. Parfois on récupère, parfois on envoie. Et donc, c'est pas parce que une année N, on est en excédent que c'est vrai sur chaque instant, à chaque seconde de l'année. La deuxième chose, en 2022, dans une situation un peu plus critique, on faisait moins les malins, on n'était pas en excédent. Donc, c'est pas une raison pour justifier ça de cette façon. Donc, on peut pas s'épargner une vraie réflexion. Qu'est-ce que concrètement préconise le Shift Project ? Alors, la première chose, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, on appelle à une planification du secteur numérique et de la filière centre de données en particulier. Ça veut dire être plus au clair sur la consommation actuelle et ça veut dire être plus au clair sur la consommation qu'on veut demain et donc fixer des objectifs de décarbonation à la filière et au secteur. Au niveau français en particulier, on aimerait que cette trajectoire soit intégrée dans la stratégie nationale bas carbone 3, qui est donc la SNBC 3, c'est la feuille de route de décarbonation de la France. Et aujourd'hui, la filière centre de données n'a pas sa place encore dans cette stratégie. On appelle également à une consultation citoyenne éclairée pour qu'il y ait un débat autour de l'implantation de ces infrastructures, éclairée dans le sens qu'il y ait une information plus claire sur les enjeux qui vont avec ces centres de données. On appelle également à un recensement des centres de données aujourd'hui et à une mesure plus précise de leur consommation. Et enfin, au niveau européen, on appelle à assurer le respect de l'EED, c'est la directive d'efficacité énergétique, c'est une directive européenne qui aujourd'hui impose que certains centres de données, au-delà d'une certaine capacité, doivent rapporter à l'Europe certaines de leurs données.
Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que pas tous les centres de données qui doivent le faire le font. Donc on appelle à ce que la directive soit respectée, soit juste respectée en fait. Face à ce constat, ça amène plusieurs questions, et notamment pour les entreprises qui, aujourd'hui, sont en train de s'appuyer sur l'IA pour peut-être développer des nouveaux produits, des nouveaux services. Est-ce qu'elles doivent renoncer aux gains de productivité ou aux gains que peut leur amener l'IA ? Oui, donc alors déjà la première chose pour une entreprise, premier objectif, qu'elle soit du numérique ou pas d'ailleurs, c'est effectivement avoir une trajectoire de décarbonation et avoir un plan de réduction du coût de ses émissions. Donc si elles veulent mettre de l'IA, il faut simplement que cette IA rentre dans leur bilan et dans leur objectif. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est faire attention à cette notion de l'offre et de l'usage. Est-ce que on met une solution d'intelligence artificielle dans une entreprise parce qu'il y a une demande, ou est-ce qu'on le met parce que c'est aujourd'hui la tendance, et alors on va provoquer une demande. Donc on va faire attention à un usage qui nécessite l'offre, ou l'offre qui provoque l'usage. Voilà. Et enfin, je l'ai déjà dit, mais je le répète, l'IA, c'est un catalyseur. Ça fait tout plus vite. Des choses bien plus vite, des choses moins bien plus vite. Donc on appelle à ce qu'il y ait une réelle attention avant qu'elle soit déployée dans une entreprise ou ailleurs d'ailleurs. Et alors, côté territoire, qu'est-ce qu'une collectivité territoriale peut avoir comme levier si jamais il y a un centre de données qui veut s'implanter sur son territoire ? Alors, notamment avec les annonces qui ont été faites en février, c'est le cas. Certaines collectivités ont des projets d'implantation de centres de données qui ont des capacités relativement grandes vis-à-vis de ce qu'elles ont déjà accueilli dans le passé. On a beaucoup parlé de concurrence d'usage de l'électricité. C'est effectivement une ressource à laquelle il faut faire attention, principalement avec les industries et aussi avec les foyers présents sur la collectivité. Mais il y a d'autres ressources. Je pense notamment à l'eau, pour des collectivités qui seraient par exemple en zone agricole ou alors sujettes à des stress hydriques dans les années à venir. C'est des enjeux à regarder. Et il y a également une autre ressource qui est la surface. Les collectivités ont dans leurs plans locaux, les SCOT, les PLU, les plans locaux d'urbanisme, des objectifs pour respecter la loi ZAN, zéro artificialisation nette. Et l'implantation d'un centre de données doit rentrer évidemment dans ces plans, et donc ça doit être considéré. Je parle de concurrence d'usage de ressources, mais il y a aussi d'autres éléments à regarder, notamment au vu de l'intensification de certains événements climatiques extrêmes qui vont arriver dans les années à venir. Il y a certaines régions, certains départements qui sont beaucoup plus sujets à ces événements-là, et auquel cas c'est des événements à regarder. Parce que je le rappelle, un centre de données qui est validé aujourd'hui, c'est dans 10 ou 15 ans qu'il va consommer au maximum. Alors justement, ailleurs et notamment chez soi, qu'est-ce que nous, simples utilisateurs d'IA, on peut faire ? Alors, en France, non pas en France d'ailleurs, partout, on entend effectivement souvent les questions de combien un prompt sur ChatGPT ça émet. Et alors, nous au Shift, on essaye d'éviter justement ces notions d'émission à la requête, pour pas faire porter la responsabilité sur l'utilisateur, puisque comme on l'a dit, c'est vraiment il y a une économie de l'offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous propose des usages qui ensuite vont engendrer une demande, et donc on aimerait plutôt avoir un effet de levier sur cette offre plutôt que sur l'usage. Après, c'est bien de se poser les bonnes questions. Et si vous avez vraiment envie de connaître l'empreinte du code que vous développez ou de l'application que vous utilisez, il y a plein d'outils qui sont là pour ça. Plutôt pour les développeurs, il y a Code Carbone qui permet de savoir quand on développe un algo ou autre, l'impact en CO2 équivalent de ce qu'on fait. Il y a aussi Ecologist qui permet de suivre la consommation énergétique et les impacts environnementaux de certains LLM. Voilà, donc il y a des outils aujourd'hui si on a vraiment envie de le faire. Ok, donc il y a vraiment des outils pour en savoir plus. Dernière question bonus, Pauline. À peu près au moment où est sorti le rapport du Shift, un Français a eu le prix Nobel pour l'ordinateur quantique. Qu'est-ce que cette technologie va changer dans tout ça ? Alors, quand on a travaillé sur les centres de données et sur l'intelligence artificielle, on s'est posé la question pour le quantique, mais aussi pour la cybersécurité, de faire des cas d'usage là-dessus. Alors, je vais répondre sur le quantique. Alors nous, au Shift, on a pas mal de credo, et notamment on veut que nos travaux et nos modèles se veulent crédibles d'un point de vue technique. Donc en fait, on ne mobilisera jamais une technologie que l'on n'estimera pas mature à l'année à laquelle on la mobilise, avant 2050 globalement. Typiquement, le quantique, c'est pas une technologie qu'on a mobilisée dans nos scénarios, et du coup, on s'est pas du tout intéressé là-dessus, donc j'ai pas du tout les compétences pour répondre. Merci beaucoup Pauline pour ces éclairages. On retiendra le fait que l'IA est une technologie qui est pleine de promesses, qui fait tout plus vite, le bien comme le mal, et que donc son usage doit être pensé, mais aussi qu'il doit être planifié et anticipé. Et si j'ai bien retenu le dernier mot,
réorienter parce qu'aujourd'hui, il n'est pas soutenable. Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif: faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. À très bientôt pour toujours plus de Shift.